Alors, deuxième vidéo. Aujourd'hui, je fais la correction de Amérique du Sud 2015. C'est un exercice de suite qui est relativement classique et qui a en plus une histoire avec un tableur. Et je sais que le tableur souvent tombe et que malheureusement, dans les années qui précèdent la terminale, vous n'avez pas forcément le temps en fait de l'approfondir, voire qu'entre-temps vous l'oubliez. Donc du coup, on va pouvoir en reparler. Et après, il y a toutes des questions de suite avec un petit algorithme à la fin qui, du coup, en cette année 2020, sera en Python et non pas en papier, on va dire ça comme ça. Donc on verra déjà comment fonctionne l'algorithme et puis par la suite, quand on se verra en cours, on essaiera de transcrire, entre guillemets, cette chose-là en Python. Lorsque je réserverai la salle informatique. Alors, on commence avec l'exercice qui nous dit que dans un pays de population constante égale à 120 millions, les habitants vivent soit en zone rurale, soit en ville. Les mouvements de population peuvent être modélisés de la façon suivante. En 2010, la population compte 90 millions de ruraux et donc 30 millions de citadins, ce qui paraît logique vu que le total fait 120 millions. Chaque année, 10% des ruraux émigrent vers la ville et 5% des citadins émigrent en zone rurale. Donc, du coup, dans mes petites annotations ici, bon, vous imaginez que j'ai donc la zone rurale ici et que, autre couleur bleue, j'ai la zone ville ici, d'accord? Là. Donc, du coup, ici, j'ai R. Il faut que je fasse en transparent comme je fais. Bon, on va dire que c'est R. Ah, si, je le fais. Et que ici, c'est V, la ville. Voilà. Donc, du coup, j'ai 10% qui partent comme ça des ruraux vers la ville. Et j'ai 5%, donc là c'est 10% et 5%. Donc 10, ça met du temps, mais vous allez voir, vous allez comprendre. 10%, 8. Et ici c'est 5%. Voilà. Donc du coup, pour tout entier naturel N, pardon, on note UN, la population en zone rurale de l'année 2010 plus N, et VN, la population en ville, pareil pour l'année 2010 plus N. Donc tous les deux exprimés en millions d'habitants, ce qui nous permet de ne pas avoir traîné les zéros à la fin, et donc on peut considérer simplement que U0 égale 90 et que V0 égale 30 à cause d'ici. Oups. À cause d'ici, d'accord. Traduire le fait que la population totale est constante par une relation liant UN et VN. Alors cette question, généralement, elle pose beaucoup de soucis, alors que pour le coup, quelle est la relation entre le nombre de personnes en zone rurale et le nombre de personnes en ville? Ben, c'est la première phrase de votre énoncé, c'est qu'elle est constante et égale à 120 millions. Ça veut dire que peu importe l'année où on est, la somme de ici et ici, ça fait 120. Donc ça veut dire que UN plus VN, ben, ça fait 120. C'est pas logique. Bon. On utilise un tableur pour visualiser l'évolution des suites UN et VN. Quelle formule peut-on saisir dans les cellules B3 et C3 qui, recopiées vers le bas, permettent normalement d'obtenir la feuille de calcul ci-dessous? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que recopier vers le bas, c'est une manipulation Excel en fait qui vous permet de ne pas avoir à rentrer la formule à chaque case, c'est-à-dire que vous la rentrez la formule dans la première case et ensuite ça vous permet de pouvoir étirer vers le bas et d'appliquer donc la formule à toutes les cases et de ne pas avoir à réitérer, taper la formule. Donc ici, déjà le tableau, il faut le lire correctement. Donc ici, ça c'est votre colonne de tableur qui vous dit que c'est par exemple ça, là c'est la case A1, A2, A3, etc. Bon, ça c'est les N, donc comme son nom l'indique, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc du coup, attention de ne pas confondre ces deux-là parce qu'ils ont 2 crans d'écart, d'accord. Ici, la colonne B, c'est la population en zone rurale, donc UN, et C, c'est la population en ville, donc VN, d'accord.
Et donc, par exemple, ici, j'ai bien, donc, pour n égale 0, bah, U0, il est égal à 90 et V0, il est égal à 30. Donc ici, vous voyez, je suis bien dans la bonne ligne, tout va bien. Donc du coup, moi, je veux savoir ce qu'on rentre dans B3 et C3. Donc déjà, dans B3, on est là. Ça, c'est B3. Donc en fait, pour calculer, pour avoir le résultat à 82,5%, j'ai fait un calcul. Simplement, j'ai pris le U0 que j'avais. D'accord? Donc on va déjà essayer de traduire en fait ce qui se passe en réalité. Voilà. J'ai pris U0. Je vais me mettre là. J'ai pris U0, d'accord? U0, j'ai perdu 10% de U0, d'accord? Donc, du coup, si j'ai perdu 10%, je fais un moins 10%, d'accord? C'est une réduction de 10%. Ça, je pense qu'il n'y a pas... Enfin, ça doit normalement vous rappeler des souvenirs, les pourcentages, etc. Bon. Donc, il y a U0, j'ai perdu 10%. Mais par contre, j'ai rajouté 5% de V0 qui est venu dans dans mon rural, d'accord? Donc plus, d'accord, 5%, donc 0,05, d'accord, 5%, 0,05 de V0, d'accord, bon. Donc là, j'ai ma ligne, on est content, d'accord? Oui, on est content. Donc du coup, mon U0, c'est quoi? Bah, mon U0, il est là, d'accord? C'est B2, ma case, d'accord? Donc ici, du coup, éventuellement en dessous, là, en jaune, je peux marquer que c'est B2. J'ai dit B2. Voilà. Donc c'est B2, là, mon U0, ma case. D'accord? Et si je dois prendre une autre couleur pour vert, voilà, pour V0, voilà, mon V0, il est là, c'est C2. D'accord? Donc du coup, à la place de V0, je vais marquer C2, donc en vert. Voilà. Et donc, je vais simplement en fait recopier cette ligne-là en remplaçant U0 par B2 et V0 par C2. Du coup, cela me donne donc un moins... Je vais prendre une petite couleur vite fait. Voilà, mon 1 moins 10% ici, là, ça, là, c'est égal à 0,9. D'accord? Donc 0,9 fois B2, mon B2 qui est là, en jaune, là, plus 0,05 C2. D'accord? C'est très exactement la ligne que j'ai notée là, sauf que je l'ai retranscrite dans le contexte de mon tableur. Et attention, ici, là, pour ici et ici, pour les fois, j'ai mis des étoiles parce que c'est ce que vous devez taper dans les tableurs pour avoir des étoiles. Bien évidemment, vous tapez pas X. Hein. Voilà. Et donc, du coup, pour le deuxième, pourquoi taper dans la C3? Et ben en fait, il n'y a pas grand-chose... il n'y a pas grand-chose à savoir parce qu'en fait, ici, pour savoir ici ce que vous devez noter, donc vous pouvez faire très exactement la même chose en disant que c'est V0 moins 5% plus 10% de U0, ce qui revient à très exactement au même, sauf que vous pouvez faire encore plus simple et dire que d'après la question 1, vous avez la somme des deux qui fait toujours 120 millions, donc 120. Ça veut dire que pour obtenir mon 37,5, eh ben, j'ai simplement fait 120 moins 82,5. Et donc, du coup, dans C3, je marque simplement 120 moins B3, puisque j'ai fait 120 moins la case que j'avais à côté, c'est-à-dire B3, pour trouver C3. Et du coup, vous étirez d'abord B, ensuite C, et ça vous donnera l'intégralité du tableau qui est présenté ici. Voilà, donc déjà, la première partie, on s'accroche. Mais j'espère au moins que c'est un peu compris au niveau des couleurs, tout ça, parce que les questions sur le tableur sont quand même relativement récurrentes dans les exercices de suite. Alors, j'efface tout, attention, voilà, et je baisse pour les autres questions. Donc, quelle conjecture peut-on faire concernant l'évolution à long terme de cette population? Donc, pour B, là, vous voyez qu'on a calculé, donc 90, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, et puis vous voyez qu'arrivé à n égale 57, 58, 59, 60, etc., bon, bah, ça commence à plus ou moins toujours descendre, mais stagner vers un nombre, d'accord? Et ici, pareil, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et puis ça
commence à stagner également vers un autre nombre, d'accord? Donc, quelle conjecture peut-on faire concernant l'évolution à long terme de la population? On peut supposer, émettre une conjecture, c'est supposer, hein. On peut supposer que la population en zone rurale stagne vers 40 millions et que la population en ville stagne vers 80 millions. Donc là, à partir du moment où vos conjectures sont totalement en cohérence en fait avec votre tableau, on ne peut pas vous compter faux. Si vous mettez la population ne cesse de décroître vers 40 millions, c'est bon aussi. La population ne cesse d'augmenter jusqu'à 80 millions, ça c'est bon aussi. Je veux dire, rien ne dit que ça ne dépassera pas 80, que c'est 81, et rien ne dit que ça ne sera pas en dessous de 40 et que ce sera 39. Hein. Voilà. C'est juste, il faut que ce soit totalement cohérent et vous mettez normalement deux, trois phrases explicative. Dans le corrigé, il y a noté, il semble que la population en zone rurale décroisse pour se stabiliser à long terme autour de 40 millions de personnes et inversement, la population en zone urbaine croisse pour se stabiliser à long terme autour de 80 millions de personnes. Vous voyez, il suffit de donner une réponse cohérente pour cette suggestion, et ça vous fera office de réponse. Donc ensuite, on attaque la partie un peu plus calculatoire. Donc si vous voulez, si vous avez quelque chose avec un tableur et que vous préférez garder la partie pour la fin, vous pouvez, mais le tableur vous aide quand même un petit peu, vous aiguille un petit peu dans les démarches à suivre. Donc on annexe dans cette partie que pour tout entier naturel n, on a un plus 1 égale 0,85 un plus 6. Démontrer par récurrence que la suite un est décroissante. Alors je vous rappelle que pour une démonstration par récurrence, il vous faut 3 grands axes. Donc, on a l'initialisation, l'hérédité et la conclusion. Montrons par récurrence, du coup, que pour tout n supérieur ou égal à 0, un plus 1 supérieur ou égal à un. Donc, ça, là, cette petite forme ici, là, oups, je n'étais absolument pas bien. Voilà. Donc, cette forme-là, c'est très exactement la même chose que décroissante. Hein. Je veux dire, dans les récurrences, vous utilisez des égalités ou des inégalités. Globalement, vous n'utilisez jamais un mot en tant que récurrence. Hein. Bon, donc vous, dans l'initialisation, vous calculez un plus 1 du coup et u0 et vous remarquez que u1 est égal à 82,5. Spoiler alerte, c'était déjà dans le tableau Excel, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et donc, on a U1 qui est inférieur ou égal à U0, l'égalité à démontrer est donc vraie quand n égale 0. Je vous rappelle que l'initialisation, c'est pour le premier n possible, donc ici, puisque c'est pour tout n supérieur ou égal à 0, le premier n possible est 0. Si la récurrence avait été pour tout n supérieur ou égal à 3, vous auriez fait pour n égale 3, d'accord ? Ensuite, l'hérédité, donc on suppose que un plus 1 est inférieur à un. Donc là, j'aime pas trop comment ils ont... Enfin, en plus, c'est surtout qu'il y a une faute ici, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu. Donc, du coup, je vais quand même rectifier vite fait la faute ici pour que vous soyez clair. Ici, il n'y a pas de plus 1 là. Hein. D'accord, ici, il n'y a pas de plus 1. C'est 0,85 un plus 1 plus 6 est inférieur à 0,85 un plus 6 par hypothèse de récurrence parce que ça. Hein. D'accord. Mais je n'aime pas vraiment la manière dont ça a été écrit, donc je l'ai refait. Je l'ai refait ici. Ici, d'accord. Donc, votre hypothèse de récurrence, c'est que un plus 1 est plus petit que un, puisqu'on suppose que c'est bon pour les n quelconques avant les n que j'utilise. Donc, du coup, dans un premier temps, je multiplie par 0,85, ce qui ne change absolument pas le sens de mon inégalité, puisque je multiplie par un positif. Ça me donne 0,85 un plus 1 inférieur ou égal à 0,85 un. Et ensuite, je fais plus 6 de chaque côté. Ça me donne 0,85 un plus 1 plus 6 inférieur ou égal à 0,85 un plus 6. Et ce bloc-là, là, c'est très exactement un plus 2. Et ce bloc-là, c'est très exactement un plus 1. Et du coup, vous avez bien un plus 2 inférieur ou égal à un plus 1 et votre hérédité est démontrée. Et donc, puisqu'elle est valable pour tout n, on en conclut que votre suite est bien décroissante. Alors, juste une petite remarque là. Je vais reprendre juste mes petites annotations, ne bougez pas. Donc ici, vous voyez que toute cette démonstration-là, là, d'accord, je l'ai faite, je vais le faire en rouge, pardon, hop là. Toute cette démonstration-là, je l'ai fait à partir de cette formule-là. C'est-à-dire que mes deux... voilà, si vous voulez plus de détails sur la récurrence, il me semble avoir fait 2 vidéos, je
crois, sur la récurrence, donc vous pouvez toujours chercher dans la liste. Mais les 2 étapes ici de calcul que vous appliquez à votre UN/votre UN plus 1, elles viennent directement d'ici, puisque pour calculer UN plus 1 à partir de UN, il faut faire fois 0,85 plus 6. D'accord? Et donc, ces étapes de récurrence, et ben, du coup, elles peuvent être plus ou moins difficiles, parce que ici, bon, fois 0,85 plus 6, tranquille, quoi. Du coup, je vous ai mis en dessous 3 exemples. Donc, vous pouvez noter là tout de suite, et puis du coup, je corrigerai à la fin. D'accord? Je vous mettrai un petit bout de corrigé ou des petites astuces du coup pour faire ce genre de choses. Donc, si jamais à la place de cette formule-là, ça va être Wn plus 1 égale 5 moins 1 sur Wn, ou moins 3 sur 5 plus Vn, ou plus 4 sur moins xn au carré plus 3. Comment vous auriez fait? D'accord? Et après, en deuxième, alors ça, c'est plus compliqué parce que du coup, ici, vous voyez que pour celui-là que je vous ai donné aussi en plus, du coup, vous avez un UN en haut, un UN en bas, et là, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Et du coup, c'est pareil, on verra ça à la fin de la vidéo. Donc, du coup, si vous voulez suspense un petit peu, voilà, vous pouvez aller à la fin de la vidéo pour voir directement la correction de ça. Sinon, je continue ma correction. Et j'annule mes dessins. Voilà. On admet que UN est positif pour tout entier naturel n. Que peut-on en déduire quant à la limite de UN? Donc, UN positif, ça se traduit, je suis là, UN positif, ça se traduit par une minoration par 0. D'accord? Si UN est positif, ça veut dire que UN est plus grand que 0 pour tout n, donc ça veut dire que la suite est minorée par 0. Or, nous venons de montrer qu'elle est décroissante, donc d'après le théorème de convergence, on en déduit que la suite UN converge. Cette question était tellement difficile. On considère la suite Wn définie par Wn égale UN moins 40 pour tout n supérieur ou égal à 0. Pour tous ceux qui ont suivi mes cours, vous savez normalement que cette suite s'appelle une suite annexe. Et donc, nous allons étudier la suite annexe pour pouvoir en déduire des choses sur UN. Démontrer que Wn est une suite géométrique de raison 0,85. Alors là, c'est un petit peu mal écrit, mais je vais essayer de décortiquer. Donc, nous partons de Wn plus 1, puisque le but d'une suite géométrique, enfin pour montrer qu'une suite est géométrique, bon, il nous suffit en fait de démontrer que Wn plus 1 est égal à un Q, un certain nombre Q, fois Wn. Donc du coup, on explicite dans un premier temps Wn plus 1 ici. Donc Wn plus 1, c'est bien évidemment Un plus 1 moins 40 ici. Mon UN plus 1, je l'ai ici, donc du coup, je peux le remplacer par 0,85 plus 6, et bien évidemment, j'ai toujours mon moins 40 à la fin. Je calcule mon 6 moins 40, je vais le dessiner rapidement. Voilà, je calcule mon 6 moins 40 qui me fait moins 34. Alors après, eux, dans le corrigé, ils ont fait une factorisation ici par 0,85. Vous pouvez simplement remplacer votre UN. Donc ici, vous voyez, vous avez Wn est égal à Un plus 40. Donc ça veut dire que Un, il est égal à Wn plus 40. Voilà. Donc vous pouvez remplacer votre Un par Wn plus 40 éventuellement. Et ensuite, vous développez le 0,85 qui est devant. Et ça vous fera 0,85 Wn moins 34, plus 34, moins 34. Et vous aurez votre 0,85 Wn, ce qui se fait extrêmement bien. Et donc la suite est une suite géométrique de raison Q égale 0,85. En déduire l'expression de en déduire l'expression de Wn puis de Un en fonction de n. Du coup, puisque la suite est géométrique de raison Q égale 0,85, en ayant calculé le premier terme W0 qui est égal à U0 moins 40, c'est-à-dire 50, du coup, vous appliquez simplement la formule qui est ici, et qui est la formule la formule classique, on va dire, je vais y arriver, de suite géométrique, et vous remplacez votre W0 par 50, votre Q par 0,85, et ensuite, puisque vous savez que UN, c'est Wn plus 40, et bien du coup, vous rajoutez 40 à la fin, ou du moins au début, pour avoir l'expression de UN. Déterminer l'expression de Vn en fonction de n. Et ben, du coup, vous savez que Vn il est égal à 120 moins Un.
Donc, du coup, vous pouvez faire 120 moins tout le UN qui est ici, c'est-à-dire 120 moins 40 moins 50 fois 0,85 puissance n. Et vous pouvez bien évidemment soustraire le 120 et le 40, ce qui vous fait 80 moins 50 fois 0,85 puissance n. D'accord? Donc, vous avez les deux expressions ici, de UN et de VN. Je baisse un petit peu. Voilà. Ensuite, on considère la suite W. Oh, pardon, c'est pas du tout ça. Valider ou invalider les conjectures effectuées à la question 3 de la partie A. Donc, maintenant qu'ici, vous avez les deux expressions de UN et de VN et que vous avez bien évidemment appris votre cours, vous savez que ici et ici, voilà, j'ai deux termes, enfin, j'ai un terme général qui se répète en moins. J'ai un terme général d'une suite géométrique et donc 0,85 étant compris entre 0 et 1, 0,85 puissance n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Ce qui veut dire que la suite UN va tendre vers 40 et la suite VN va tendre vers 80, ce qui est très exactement les deux conjectures que vous aviez faites à la fin de la partie A après le tableau Excel. On considère ensuite l'algorithme suivant. Donc, l'algorithme papier, entre guillemets, se décline en plusieurs choses. Entrée, c'est simplement pour déclarer les variables que vous allez utiliser. L'ordinateur étant stupide, si vous ne lui dites pas à quelle lettre vous allez utiliser, il ne va pas savoir de quoi vous parlez. Bon. Initialisation, c'est les valeurs initiales, comme l'indique très bien le nom, de vos valeurs. Donc, n prend la valeur 0, u prend la valeur 90, et du coup, quand vous commencez le traitement, n égale 0 et u égale 90. Tant que u est plus grand ou égal à 120 moins u, faire. Donc, c'est ce que vous devez faire. Voilà. Donc, le temps que u supérieur ou égal à 120 moins u, je vous rappelle juste au passage que votre 120 moins u, là, c'est v. D'accord? Parce que u, c'est sous-entendu votre un. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. J'ai oublié de vous dire, non, bah non, j'ai pas oublié de vous le dire, mais je vous le rappelle que dans un algorithme, il n'y a pas d'indice. Ça veut dire que U, c'est UN et V, c'est VN. D'accord? Sauf que ici, pour éviter de mettre deux lettres différentes, du coup, ils ont décidé de mettre 120 moins U. Voilà, ce qui revient strictement au même. Donc, du coup, tant que U est plus grand que V, je vous rappelle que tout en haut, là, de votre tableur Excel, vous aviez tout au départ U0 qui était plus grand que V, et au fur et à mesure, U baissait et V montait. Et forcément, il existe un moment où U va devenir plus petit que V. D'accord? Donc, en gros, l'algorithme va s'arrêter lorsque U sera strictement plus petit que V. D'accord? Tant que U sera plus grand, bah, vous continuez à calculer. Et donc, ça, c'est calculer le terme suivant. C'est-à-dire que U, il prend la valeur, le calcul que vous faites pour UN plus 1. Et ici, vous avez N devient N plus 1, puisque U devient N, pardon, UN devient UN plus 1, donc N devient N plus 1. En fait, si vous voulez, le travail de l'indice et le travail du U, c'est deux choses séparées, bien que liées dans notre exercice. Bon. Et donc, l'algorithme s'arrête lorsque U est plus petit que V. Donc, que fait cet algorithme? Il calcule la valeur de l'indice ou de l'année, si vous voulez, dans le contexte de l'exercice, à partir de laquelle la population en zone rurale est plus petite que la population, devient plus petite du moins que la population en zone de ville. Et quelle valeur affiche-t-il? Alors du coup, là, si jamais vous n'aviez pas fait de cours sur le logarithme népérien, et ben du coup, vous étiez obligé de regarder dans votre tableur. Et déjà ici, quand vous regardez dans votre tableur, ici, quand vous comparez les deux, vous voyez que c'est très rapide. C'est ici, voilà, pour n égale 6. Du coup, pour n égale 6, c'est la première valeur, voilà, telle que la population en ville est supérieure à la population en zone rurale. D'accord? Donc ça veut dire qu'à la fin, nous, on va trouver n égale 6. Mais comme on est super brillant et qu'on a en plus fait le logarithme népérien, nous allons résoudre à la main UN inférieur à VN. Donc, UN inférieur à VN. Donc là, c'est un petit peu mal écrit, mais du coup, vous pouvez très, très facilement le faire en prenant le UN qui est ici et le VN qui est ici, tout là-haut. Donc, vous avez ça plus petit que ça. D'accord?
Et quand vous résolvez, vous passez de l'autre côté, etc. pour qu'il n'y en ait plus qu'un, vous arrivez à 0,85 puissance n inférieur strictement à 0,4. Vous appliquez le logarithme népérien de chaque côté qui ne change pas le sens de l'inégalité par stricte croissance de la fonction ln sur 0 plus infini. Donc ça, vous êtes techniquement obligé de le mettre, mais j'avoue avoir été plutôt tolérante dans vos démonstrations. D'après les propriétés de votre logarithme népérien, du coup, vous avez le n qui passe devant ici. Et vous pouvez diviser par ln de 0,85, mais attention, ln de 0,85 étant négatif, ici, vous avez changé le sens de l'inégalité. Ah, et quand vous faites ln de 0,4 divisé par ln de 0,85, ça vous fait environ 5,6. Et comme n doit être strictement supérieur à 5,6 et que n est un entier, on prend le premier entier supérieur à 5,6 qui est 6 et qui est très exactement la valeur que nous avons vue tout en haut dans notre tableur. Donc ça veut dire que c'est très cohérent. Et donc l'algorithme affiche la valeur 6 ou encore 2016 puisque les U indices N, c'est la population en millions à l'année 2010 plus N. Et donc, c'est le nombre d'habitants en zone rurale qui devient strictement inférieur au nombre de personnes habitant en zone urbaine pour la première fois. Voilà. Voilà. Et cela termine l'exercice 2015 Amérique du Sud. Voilà. Et je reviens très rapidement à ce que j'avais vu ici. Donc, du coup, je vais vous partager les petites démonstrations ici, ici et ici. Du moins, en fait, cette chose-là, voilà. Cette résolution, je commence à être fatiguée. Cette résolution d'inéquation ici, voilà. Je vais essayer de faire très exactement la même chose, la même démarche en fait pour les trois que j'ai donnés. Et ensuite, je vous dirai pour le deuxième U, celui-là, etc., comment on procède. Alors, ne bougez pas. Voilà, donc on commence par WN. Donc j'avais donné WN plus 1 qui était égal à 5 moins 1 sur WN. Donc j'ai WN plus 1 inférieur ou égal à WN, ça c'était le début de mon hérédité. Donc quand vous avez ça, l'ordre dans lequel vous devez faire le calcul, c'est que d'abord vous inversez, ensuite vous mettez le moins, et donc mettre le moins, ça correspond à multiplier par moins 1, et en dernier, vous ajoutez le 5. Donc du coup, si je passe à l'inverse, attention, j'annote, bougez pas. Si vous passez à l'inverse, du coup, vous n'oubliez pas de changer le sens de l'inégalité. Donc je change le sens de l'inégalité ici. Ensuite, ici, je multiplie par moins 1, donc je rechange le sens de l'inégalité puisque j'ai multiplié par un négatif. Et ensuite, j'additionne mon 5 et ça me donne bien, donc d'un côté 5 moins 1 sur WN, de l'autre côté 5 moins 1 sur WN plus 1. Ici, c'est WN plus 2, ici, c'est WN plus 1. Et on a bien les conséquences de l'hérédité. Pour le deuxième, hop, pour le deuxième ici, voilà, j'avais Vn plus 1 qui était égal à moins 3 sur 5 plus Vn. Donc, si je pars de mon Vn, bah, d'abord, j'additionne avec le 5. Ensuite, je passe à l'inverse. Et en dernier, je multiplie par le moins 3. Donc, c'est très exactement les trois étapes que je vais faire. J'additionne d'abord avec 5, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité. Ensuite, je passe à l'inverse. Bien évidemment, l'inverse change le sens de l'inégalité. Donc, j'ai 1 sur 5 plus Vn plus 1 et 1 sur 5 plus Vn. Ensuite, je multiplie par un négatif. J'ai donc l'inégalité qui change de sens. Moins 3 sur 5 plus Vn plus 1 et moins 3 sur 5 plus Vn. Et j'ai donc Vn plus 2 inférieur ou égal à Vn plus 1, ce qui est très exactement ce qu'on avait demandé. En dernier, c'était le plus dur que j'avais donné, hop là, qui est un petit peu de travers. J'avais donné donc xn plus 1 qui était égal à 4 sur moins xn au carré plus 3. Donc là, dans l'ordre des opérations, du coup, je mets d'abord au carré, ensuite je mets le moins devant, ensuite j'additionne 3, ensuite j'inverse, et ensuite je fais plus 4, fois 4, d'accord, puisque c'est le numérateur. Donc, du coup, je fais très exactement ce que j'ai énoncé à l'instant. Je mets d'abord au carré ce qui ne change pas le sens de l'inégalité.
Attention, ça ne change pas le sens de l'inégalité si l'ensemble des xn est positif. On va mettre ça comme ça, voilà. J'ai oublié de le préciser. Hop. Voilà, parce que si c'est négatif, ça change le sens de l'inégalité. Mais a priori, il n'y aura pas de piège comme ça, je ne pense pas. Donc xn plus 1 au carré est inférieur ou égal à xn carré. Ensuite, je multiplie par moins 1, et puisque je multiplie par un négatif, du coup, je change le sens de l'inégalité. J'additionne mon 3 qui ne change pas le sens de l'inégalité. Je passe à l'inverse ici, et ça change le sens de l'inégalité. Et ensuite, je multiplie par 4, je multiplie par un positif, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Et j'ai donc xn plus 2 qui est inférieur ou égal à xn plus 1, et j'ai terminé mon hérédité. Donc ça, tous ces exemples-là, ils se font relativement facilement. Il suffit de bien prendre le bon ordre, voilà, pour votre ensemble d'opérations-là, mais c'est l'ensemble des opérations que vous faites pour calculer en fait un nombre comme ça, un terme en l'occurrence. La seule chose qui va un petit peu voilà, être différente, c'est si vous avez... Alors attendez, hop. C'est si vous avez... C'était celui-là. Voilà. C'est si vous avez donc un plus 1 qui est égal à 1 plus un sur 3 plus un. Ça, pourquoi c'est compliqué? Parce qu'au niveau de l'inégalité, on ne peut pas a priori multiplier par un à droite et à gauche parce qu'on ne sait pas toujours si un est toujours positif ou pas, etc. Bon, c'est compliqué. Donc, à partir du moment où vous avez un un en haut, un un en bas, sous-entendu un un en haut, un en bas, ou de manière un peu plus générale, si vous avez plusieurs un, du coup, je vous conseille du moins de passer à la fonction qui est égale à f de un. En l'occurrence, c'est pour cet exemple-là, f de x égale 1 plus x sur 3 plus x sur r privé de moins 3, puisque moins 3 est la valeur interdite du dénominateur. Donc du coup, le but, en fait, c'est d'étudier cette fonction et surtout de montrer où est-ce qu'elle est croissante. Donc pour montrer où est-ce qu'une fonction est croissante, il faut dériver la fonction et faire le tableau de signes de la dérivée. Donc si je dérive la fonction avec un u'v moins uv' sur v carré, du coup j'ai u' qui est égal à 1, v moins uv' qui est égal à 1. Et donc ici, j'ai donc simplement 3 plus x moins 1 plus x. Donc j'ai un moins devant une parenthèse ici. Donc je mets un moins devant mes deux termes qui sont dans ma parenthèse. Et il me reste au numérateur seulement 2. Voilà, puisque j'ai le x et le moins x qui s'en vont. Et au dénominateur, j'ai mon 3 plus x le tout au carré. Et donc tout ça est bien évidemment positif, puisque 2 est positif et un carré est toujours positif, pour tout x différent de moins 3, puisque moins 3 est ma valeur interdite. Ça veut dire que f est croissante sur r privé de moins 3, ce que je voulais. En fait, je voulais que ma fonction elle soit croissante. Pourquoi? Parce que, comme je l'avais spécifié dans plusieurs autres vidéos, au niveau des inégalités... Ah, j'avais pas fini d'ailleurs. Quel nul, j'avais pas fini. C'est pas grave, je vais finir en live. Du coup, voilà, ça me perturbait. Pourquoi est-ce qu'on veut démontrer la croissance de la fonction? C'est parce que quand on applique la fonction, donc du coup, ici, on a f de u indice n plus 1. Bon, du coup, je ne peux pas mettre en indice, mais vous me pardonnez, bien évidemment. Et donc, je n'ai pas le inférieur ou égal non plus, donc on va mettre inférieur, voilà. Oups, j'ai dit inférieur. À f de un, voilà. Et en fait, du coup, quand on applique f, puisque f est croissante, ça ne va pas changer le sens de l'inégalité. Donc, je vais avoir f de un plus 1 qui est strictement inférieur, bon, inférieur ou égal en l'occurrence, parce que j'ai juste pas d'inférieur ou égal sur mon clavier. Voilà. Et donc, du coup, f de un plus 1, c'est égal à u indice n plus 2, directement. Et f de un, c'est directement égal à u indice n plus 1. Et j'ai directement mon hérédité qui est terminée. Donc, en fait, l'hérédité est très courte à partir du moment où vous avez pris la peine d'étudier la fonction avant. Voilà. Mais c'est, de mon point de vue, le plus simple à faire lorsque vous avez deux un, en l'occurrence un au numérateur et un au dénominateur. Voilà. Si par exemple, f avait été croissante sur un petit intervalle, il faut juste vérifier que dans les questions précédentes, vous n'avez pas établi que justement l'ensemble des UN était dans cet intervalle, ce qui est en l'occurrence globalement le cas, puisque lorsque vous avez une suite aussi, je mets des gros guillemets, compliquée que ça,
Généralement, on vous demande de faire un travail en amont sur la fonction. Donc normalement, vous avez toutes les informations et ensuite, vous n'avez qu'à, du coup, pour votre hérédité, appliquer f de chaque côté. Et c'est parce que f est croissante qu'on ne change pas le sens de l'inégalité. Et du coup, vous pouvez montrer très très simplement que un plus 2 est inférieur ou égal à un plus 1 et terminer votre hérédité. Voilà, ça termine la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ce sera clair. J'essaierai de tourner le reste des vidéos incessamment sous peu et je vous souhaite bon courage pour vos révisions.